Bienvenue à l'heure des livres, Frédéric Becbédé. On est ravis de vous recevoir, comme à chaque fois, mais cette fois plus particulièrement parce que nous fêtons aujourd'hui le 600e numéro de l'heure des livres. Et nous voulions célébrer cet événement dignement. Avec un invité de marque. Avec un invité de marque. Alors, pour l'occasion, nous aurons avec vous un entretien plus long que d'ordinaire qui sera diffusé en intégralité sur MyCanal. Manière de montrer que l'heure des livres est la seule émission littéraire qui existe sur une chaîne d'information, seule émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi, qui reçoit des écrivains, qu'ils soient romanciers, essayistes, philosophes, confirmés ou primo-romanciers. Alors, on a pensé à vous, évidemment, on vous connaît, parce que vous êtes non seulement écrivain, mais vous êtes aussi critique littéraire. Vous animez aussi une émission, vous êtes critique littéraire dans le Figaro Magazine, vous animez une émission chaque semaine sur Radio Classique, où vous recevez vous aussi des écrivains. Je copie sur vous. Voilà, exactement. Oui. Et bon, petit retour sur votre carrière, on connaît, bon, vous avez été révélé en 90 avec Mémoire d'un jeune homme dérangé, puis après il y a eu les succès 99 francs. L'amour dure 3 ans, Conversation d'un enfant du siècle, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, ça c'est plus récemment, et ce dernier livre, Dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, un livre qui est paru chez Plomb et qui est bien la preuve que la littérature est devenue votre famille d'adoption, comme vous l'écrivez. Alors ce livre, c'est un inventaire injuste car résolument subjectif, écrivez-vous, des écrivains contemporains, français, vivants. Tous vivants, alors sauf malheureusement Marie Scondé, qui, quand le livre est sorti, vivait toujours et qui nous a quittés et qui était un très grand écrivain. Alors, si vous avez pris pas mal de temps pour, comme vous le dites, étiqueter vos contemporains comme un vulgaire épicier rangeant ses bocaux de cornichons sur une étagère, c'est parce que, j'imagine, vous pensez qu'il faut encore défendre le livre. Vous y croyez encore. Vous n'êtes pas de ceux qui disent, avec les réseaux sociaux, le numérique, c'est fini. Mais comment s'y prendre pour justement donner l'envie de lire ? Alors, le critère unique et principal doit rester le plaisir. Il faut de la pédagogie, il faut donner envie, mais surtout il faut être gourmand, comme vous l'avez dit à propos de Bernard Pivot, je vous avais vu en parler. Et c'est ça la clé, c'est la gourmandise, c'est donner une envie de plaisir. La lecture, c'est pas une obligation, ça peut disparaître. Et vous avez raison de parler des écrans qui menacent la littérature, et je dirais même qu'il y a une double menace, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive derrière, et donc il y a un vrai danger. Les dernières mesures disent que les jeunes lisent 1 heure par semaine, contre 5 heures quotidiennes d'écran, au minimum. Hein. Donc c'est effrayant, et c'est une guerre, il faut qu'on la gagne, parce que, je ne veux pas dramatiser, mais si on perd cette guerre, c'est l'humanité qui va perdre. C'est la culture du livre, finalement. Contre la connerie, contre la bêtise et la violence. Si vous voulez, la lecture, c'est un exercice de gymnastique pour le cerveau. Alors, tous les médecins disent qu'il faut absolument faire de l'exercice physique pour être en forme, mais c'est la même chose avec son cerveau. Si vous ne lisez pas, vous devenez vraiment bête et donc violent. Alors, la difficulté, c'est de rendre la littérature attractive, parce qu'on n'a pas des Bernard Pivot à tous les coins de rue. Comment faire, en fait, pour faire venir à la lecture des gens qui, naturellement, n'y sont pas enclins, et surtout les jeunes ? Lui, il avait compris qu'il fallait passer par le spectacle. En fait, son émission, c'était un rendez-vous avec le direct, avec des confrontations. Il organisait quand même des rencontres improbables entre des gens qui ne s'aimaient pas du tout, mais qui se sentaient quand même respectés et qui pouvaient dialoguer. Et je pense, moi j'avais rencontré Bernard Pivot, on avait pris un verre et je lui avais demandé mais comment il faisait, et en fait il passait plus de temps à bosser sur les passerelles entre les invités que simplement à lire leurs livres. Le but, c'est pas de dire j'ai lu votre livre, il est merveilleux, c'est de créer la possibilité d'une conversation entre des gens pas d'accord, mais qui se respectent. Et ça, c'est donc très important, puisque c'est tout le principe de la démocratie. Alors, il y a quand même un petit espoir. Nous avons un petit avantage. D'ailleurs, vous le dites, il y a une singularité française par rapport au livre. Il y a une exception française. On est le seul pays au monde qui s'intéresse autant aux livres, à la littérature. Parfois même, les gens parlent des livres sans les avoir lus, mais c'est très bien, pourquoi pas. Ils se passionnent pour des polémiques littéraires. Ils aiment bien les éreintements des écrivains en place. Ils admirent les écrivains. Tout le monde rêve un peu d'en être un.
Et ça, c'est une spécificité vraiment nationale. Si vous voyagez dans les autres pays, il y a moins de pages sur les livres dans les magazines. Il n'y a sûrement pas une émission quotidienne d'entretien littéraire à la télé. Je pense qu'on doit être le seul pays comme ça, vous voyez. Et puis la France peut se targuer d'avoir le plus de prix Nobel. Oui, c'est vrai. On est en tête dans la liste des lauréats du Nobel, tout à fait. Je crois qu'il y en a 16. Et les suivants, c'est les Américains derrière avec 12 ou 13. Loin derrière. Alors, on va venir un petit peu à vous, parce que votre exemple est intéressant pour montrer justement que la littérature, le fait d'écrire et de lire, c'est pas un petit club fermé. Parce que vous-même, comme vous le dites, vous n'étiez pas programmé pour devenir écrivain. Vous écrivez à 20 ans, j'ai étudié le droit et les sciences politiques pour devenir banquier et publicitaire Playboy International. Voilà. Oh, vous avez réussi les 3 échecs. Non, 3 échecs. Alors, est-ce que vous a apporté l'écriture et la lecture? C'est une énorme question. C'est devenu progressivement, par accident. Si vous voulez, moi, j'ai pas fait... la définition d'un autodidacte en France, c'est quelqu'un qui n'a pas fait Normal Sup. Bon, donc je suis un autodidacte. Et je viens pas du milieu des lettres. Mes parents ne sont pas éditeurs ou écrivains. Donc ça a été très lent, progressif. J'étais fasciné par ce monde, notamment grâce à Apostrophe. Quand je regardais les écrivains qui parlaient bien, qui avaient un langage brillant et qui défendaient leurs œuvres, je trouvais ça fascinant. J'étais ébloui. Et puis, je rêvais de faire partie de ce club. Et je crois que c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Très tôt, je me suis mis à écrire sur les livres. Et pour une raison très bête... Dans Voici, d'ailleurs. Dans Voici, qui était une manière de casser les barrières aussi. Exactement, oui. Il fallait être pédagogue pour arriver à parler de littérature dans un endroit qui n'était pas tellement fait pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'amusait, c'est qu'on recevait les livres gratuitement. Alors ça, quand on est critique littéraire, on a tous les jours une dizaine de livres qui arrivent. J'étais épaté par ça. Je voulais être critique littéraire pour cette mauvaise raison, d'abord. De même que les critiques de cinéma, ils veulent être invités aux projections et au Festival de Cannes, quoi. Et puis, progressivement, voilà, je me suis mis ensuite à écrire mes livres à moi. Et quels ont été les livres qui vous ont structuré, élevé, avant même que vous deveniez écrivain, d'ailleurs? Oui. Qui vous ont vraiment marqué Au tout début, c'était San Antonio. Frédéric Dard, sa truculence, sa drôlerie, sa vulgarité, j'adorais. Et puis, grâce à lui, parce qu'il parle beaucoup de littérature, j'ai découvert Céline, j'ai découvert Zola, j'ai découvert des auteurs qui citent dans San Antonio. Et puis après, j'ai aussi une amie de ma mère qui m'a offert le journal de Jules Renard. Et là, j'ai découvert l'esprit français, l'art de l'aphorisme, l'art du croquis, du laconisme, de la brièveté, avec beaucoup d'humour et de méchanceté, parce que moi j'aime bien ça aussi, j'aime bien le pamphlet. Et oui, je dirais Jules Renard, et lui m'a conduit à aimer Bernard Franck, à aimer des écrivains comme ça, qui sortaient, qui n'étaient pas agoraphobes, qui étaient des hédonistes, et puis qui en même temps avaient une haute idée du style. Et les rencontres d'écrivains qui vous ont le plus marqué? Alors, parfois, on est déçu, mais dans l'ensemble... Un écrivain ne correspond pas toujours à ses livres. Oui, mais en fait, je crois que les vrais ressemblent à leurs livres. Les vrais, les bons, je pense à Houellebecq ou Patrick Modiano, Françoise Sagan, que j'ai eu la chance de rencontrer. Françoise Sagan, par exemple, était resté le personnage de Bonjour Tristesse. C'est-à-dire c'était une jeune fille qui a envie de vivre, de s'amuser. Et y compris, moi, je l'ai rencontrée vers la fin de sa vie, elle était encore une femme de 17 ans. Oui. Alors, j'aimerais bien vous demander, un peu comme un médecin, peut-être plus recommandable que celui de Nicolas Ray dans Médecine douce, vos prescriptions, puisque vous avez il y a 280 portraits dans ce livre. Alors, il y a déjà, bien sûr, ça c'est mon ordonnance. C'est votre ordonnance principale. Voilà. Alors, mais bon, on va prendre des cas particuliers. Oui. Pour quelqu'un qui aurait peur des livres, de la littérature, justement, qu'est-ce que vous conseillerez? Qui vous conseilleriez-vous? Je pense, moi en tout cas, j'ai parlé de San Antonio et Jules Renard, mais Salinger, J.D. Salinger, l'attrape-cœur ou les nouvelles de Salinger. Pourquoi? Parce qu'il emploie un ton qui est celui de l'adolescence et que, au fond, la littérature, c'est toujours un regard frais, un regard enfantin sur la vie. Il faut rester naïf. Et je trouve que si on a
si on est intimidé par les livres, si on a peur que la littérature c'est quelque chose de trop sérieux, trop précieux, trop sérieux, ou d'obligatoire, là on a quelqu'un qui s'en fout de ça et qui vous attrape par une voix, une certaine puérilité ou innocence qui est absolument merveilleuse et qui est un charme qui fait qu'on entre comme ça dans la lecture. Alors, pour quelqu'un d'un peu dépressif, qui a besoin d'un petit remontant? Moi, je crois qu'il faut soigner le mal par le mal. Donc, Sioran, par exemple, c'est tellement déprimant qu'on va mieux. Ah oui. On se dit, il y a pire à côté. Ou alors, mais ça dire Sioran, c'est moins original. J'ai vu récemment que les œuvres complètes de Yasmina Reza sont sorties en quarto, un très beau volume où il y a les principaux romans et récits. Et Yasmina Reza, elle a ce don de dire la vie est épouvantable, l'amour est impossible, le bonheur n'existe pas, mais il y a quelques petites étincelles de lumière, un bon verre de vin, il y a quand même de l'espoir, très très brièvement. Et j'aime beaucoup Yasmina Reza pour ça. Pour un lecteur ou une lectrice d'ailleurs, à chaque fois je dis lecteur, c'est générique, amoureux. Alors, cette année, il y a eu un très bon roman d'amour de François Bégodeau, qui s'intitule L'amour, qui est très court, 90 pages. Et c'est une histoire d'amour vraiment très belle, très émouvante, très simple. Je dois dire, je n'étais pas fanatique de Bégodeau, mais là, oui, si on veut retomber amoureux, il faut lire L'amour de Bégodeau. Ouais. Alors, pour un lecteur en continu, pour un lecteur un peu réac, il y en a, d'ailleurs, vous avez une catégorie... Il y en a parmi vos auditeurs? Pas du tout. Alors, ce serait facile de dire Houellebecq. Pour être un peu plus recherché, je propose Patrice Jean. Ouais. Patrice Jean, c'est un romancier qui a fait pas mal de romans chez Gallimard. Et il est vraiment excellent parce que c'est extrêmement drôle. Et c'est pas vraiment un réac, c'est plutôt un anarchiste. C'est plutôt quelqu'un qui tourne en dérision notre époque, quoi. Ouais. Il y a aussi Olivier Molin, qui est très bon. Aussi, je crois que c'est pas... Enfin, le roman aujourd'hui le plus balzacien, le plus classique, il est de ce côté-là, de gens qui sont inquiets, qui regardent la société et l'évolution du monde avec une grande paranoïa, et du coup, ça devient comique. Oui, oui. Voilà. Que conseilleriez-vous à un lecteur woke? Alors, il y a Édouard Louis. Abel Quentin critique le wokisme, mais c'est très bon. Oui, Le Voyant des Tempes, excellent roman. Mais il y a Édouard Louis. Édouard Louis, c'est vraiment l'auteur des woke. Il a même dit qu'il ne voulait pas être lu par des bourgeois, mais par des femmes de ménage, ce qui n'est pas du tout démagogique. Il y a bien sûr Annie Ernaux. Mais là encore, je préfère Virginie Despentes. Parce que Virginie Despentes essaie de réconcilier les éveillés avec les conservateurs, ou les woke avec les connards. Voyez, son dernier livre, Cher Connard, c'est une tentative pour sauver les hommes, malgré tout, même si on sait que ce sont des bêtes sauvages. Alors, je terminerai par une dernière catégorie qui est assez répandue, aussi chez les écrivains, celle des narcissiques. Ah ben moi, il faut lire moi. Si vous voulez un vrai narcissique, lisez-moi. Lisez le dernier, Les Confessions d'un hétéro. Là, je pense que vous avez vraiment... l'emploi du jeu est magnifié par ce livre. Non, sinon, dans la littérature gay, je pense à un ami qui était Guillaume Dustan, qui a vraiment, lui, poussé le nombrilisme jusqu'à l'exhibitionnisme ultime. Et en même temps, c'était très courageux et avec beaucoup de beauté. Et alors, on peut y retrouver, parce que alors, vous dans votre dictionnaire, il y a plusieurs catégories, et il y a une catégorie surreprésentée, c'est celle des écrivains de l'autoréalité, qui sont d'ailleurs en général centrés sur leur propre réalité. Alors, on y trouve Christine Angot, Emma Becker, Justine Lévy, Édouard Louis, Emmanuel Carrère. C'est le triomphe du nombrilisme. C'est nouveau. Pas du tout nouveau. En fait, je veux dire, franchement, depuis Montaigne, Rousseau, Chateaubriand, on écrit en France sur son nombril, et c'est très bien. On part de soi pour atteindre l'universel. Et le plus bel exemple de ça, c'est Marcel Proust, qui dit c'est à la cime du particulier qu'éclot le général. Moi, j'adore l'autoréalité. Je dis autoréalité parce que je ne comprends pas le terme d'autofiction. Parce que soit on ment, soit on ment pas. Si on ment pas, il faut y aller, il faut être vraiment honnête et sincère.
Et tous les écrivains que vous avez cités le sont. Le sont. Alors, vous avez, justement, dans les écrivains cités dans cette catégorie, il y a Christine Angot, que vous n'éreintez pas, par exemple. Vous dites même que c'est... En fait, elle est du niveau de Duras. Enfin, d'ailleurs, qui exaspérait ou qui était soit adulée, soit détestée. Exactement, en fait, oui, c'est la même... alors, je dirais, bien sûr, il y a ce côté un peu prétentieux qui peut agacer, mais elle a une énergie, elle a un rythme unique, un style reconnaissable, vraiment, entre tous, comme Duras. Oui. Et d'ailleurs, on pourrait pasticher Angot comme on a pastiché Duras. Oui. Et c'est un écrivain qui compte. Après, ça dépend des livres. Mais elle a aussi été capable de regarder la société qui l'entoure. Hein. Oui. Elle n'a pas écrit que sur elle-même. Alors, dans la catégorie des pastichables, on a le prix Nobel, qui est à la fois... Alors, vous lui reconnaissez du talent pour certains de ses livres, pour les années, en fait. Alors, vous dites le prix Nobel, d'abord, il y a Modiano et Le Clésio qui sont en vie. Hein. Oui, il y a le dernier prix Nobel. Annie Ernaux. Annie Ernaux. Oui. Alors, c'est drôle, parce que vous avez créé une catégorie, le plus grand écrivain français, dans laquelle vous en mettez plusieurs. Oui. Donc, il y a justement Annie Ernaux, Emmanuel Carrère, Jean Echenoz, Michel Houellebecq, Pierre Michon, Patrick Modiano, Yasmina Reza. Ouais. Mais Ernaux, si vous voulez, elle a inventé quelque chose qui est une certaine phrase sèche pour dire la violence sociale, la violence qu'elle a ressentie dans son enfance, puis dans son adolescence. Et ça, c'est respectable. Et je dois dire, on reconnaît l'importance d'un écrivain à son influence. Et beaucoup d'auteurs contemporains imite Annie Ernaux, ou se situe dans son sillage. Donc rien que pour ça, elle est... Ouais, peut-être que, je ne sais pas si elle méritait le Nobel, j'aurais préféré Marie Scondé, je pense que ça aurait été plus important, mais peu importe, c'est quand même un écrivain central aujourd'hui. C'est un écrivain central, mais il y a quelque chose que vous relevez, c'est qu'elle est l'objet d'une forme de sanctification collective qui peut parfois être un peu... c'est dangereux, pour un écrivain quand il devient l'écrivain officiel... Vous voyez, l'écrivain obligatoire. Et je suis certain qu'elle doit peut-être, à certaines heures de la journée, en souffrir un peu. Parce que personne n'a envie de lire les écrivains officiels. On veut toujours que la littérature, ça soit quelque chose qu'on a choisi tout seul dans son coin. Voilà. Alors, là, vous êtes plutôt gentil parce que vous écrivez quand même à propos d'Annie Ernaux. Chaque fois que Mme Ernaux trouve quelque chose de beau, elle le gâte par une explication de texte laborieuse. Vous écrivez aussi, à force d'être statufiée, elle tourne en haut. Oui, c'est ce que je disais. Et c'est vrai qu'elle a, pas dans les premiers romans, La Place, qui avait eu le Renaudot en 84. Bon, ça, c'était un très beau livre sur son père. Mais après... Oui, elle a tendance à faire son commentaire elle-même, comme une explication de texte. Regardez comme je suis génial. Ça, je pense que c'est le risque du nombrilisme. C'est de se noyer dans l'autocomplaisance. Il faut faire attention à ça. Mais nous tous, les narcissiques, nous en souffrons de ce risque. Pas facile, votre vie. Alors, un mot quand même sur Michel Houellebecq, que vous qualifiez du meilleur romancier français de votre dictionnaire, dites-vous. Et pourquoi? Bon, alors... je pense que, d'abord, il a apporté quelque chose quand il est arrivé avec Extension du domaine de la lutte. C'était, je crois, en 94. Il a mis fin, si vous voulez, au nouveau roman et à ces épigones, un peu cette avant-garde qui était devenue hermétique et qui était coupée des lecteurs. Il est revenu au roman réaliste du 19e siècle, mais pour décrire quoi? Les supermarchés, les parkings, les clubs échangistes. Et du coup, en fait, en revenant au classicisme du regard sur le monde, du roman qui regarde notre époque, il a redonné vie à la littérature française, tout simplement. C'est quand même un seul homme qui a réussi à faire en sorte que maintenant tout le monde a envie de lire des romans contemporains. Et des auteurs comme Abel Quentin, j'ai cité Patrice Jean, ou d'autres, lui doivent tout. Alors, vous êtes ouvert à tous, puisque vous avez une catégorie, vous n'avez pas fait de tri sélectif, si je puis dire. Vous avez une catégorie des cancellés, enfin, les écrivains, entre guillemets, maudits, où se rangent Bagné, Renaud Camus, Gabriel Matzneff, Richard Millet, Marc-Édouard Nab. Et vous écrivez à un moment, depuis Céline, on sait qu'une mère humaine peut accoucher d'un chef-d'œuvre. C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'il peut y avoir des gens... pas bien dans la vie, qui est du génie, qui est du talent,
Je trouvais que c'était important de dire, voilà, puisque je fais un dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui, il fallait aussi parler de ceux qui sont vivants, mais dont on ne parle plus et qu'on ne publie plus. C'est un phénomène étrange. Moi, je ne suis pas pour l'effacement, je suis pour qu'on regarde les problèmes en face. S'il y a des ouvrages problématiques, il faut en parler. Il ne faut pas se cacher les yeux comme les singes, vous savez, dans l'imagerie, là, comme ça. Non, donc je suis contre la cancel culture pour cette raison-là. Alors, vous avez créé aussi une catégorie des écrivains qui écrivent pour les écrivains. D'ailleurs, il y a la même chose chez les journalistes. Ah oui, oui. Qui ça, par exemple? Alors, moi, quand j'écrirai mon dictionnaire, je le ferai. Alors, bon, parmi lesquels vous citez Florence Delay, Jean-Paul Enthoven, Yannick Haenel, Simon Liberati. Mais alors, il n'y a pas la catégorie des écrivains qui écrivent vraiment pour les lecteurs, en fait. Des écrivains dits populaire, vraiment populaire. Par exemple, il n'y a pas Marc Lévy, il n'y a pas Guillaume Musso, il n'y a pas Mélissa d'Acosta. Non, il n'y a pas Joël Dicker. Voilà. J'ai voulu faire un livre sur la littérature, c'est-à-dire les gens qui se soucient. Il faut bien faire une différence entre littérature et storytelling. Raconter une histoire, ça ne suffit pas pour à mon avis, faire de l'art. L'art, c'est le style. Donc, les écrivains que vous avez cités, vous avez cité la catégorie, oui, c'est des gens qui ont un talent pour raconter des histoires, qui pourraient être de très bons scénaristes de films, mais malheureusement, il n'y a pas les phrases. Pour moi, un écrivain, d'abord, doit penser à écrire une phrase qui brille, un paragraphe qui émeut, une page qu'on a envie de recopier. Oui, et le miracle, c'est quand on arrive à avoir la phrase qui brille et à séduire les lecteurs. Exactement, et c'est le cas, par exemple, Emmanuel Carrère, par exemple, moi je suis toujours épaté par la capacité qu'il a à faire le fond et la forme. Oui. Alors, vous avez été recalé à l'Académie française, mais vous n'êtes pas... C'est comme ça, vous y retournerez peut-être. C'est une humiliation dont je me remets difficilement. D'aucuns s'y prennent à plusieurs fois pour... Oui, c'est vrai. Alors, écoutez, si vous me conseillez, je vais de nouveau. Bon, enfin, en tout cas, vous n'êtes pas rancunier. Humilié à nouveau. Parce qu'il y a presque une quinzaine d'académiciens que vous citez. Alors, il y a pas mal d'écrivains à l'Académie française. C'est bizarre, mais il y en a encore. Voilà. Et puis là, récemment, plus du tout. Qui ont vos honneurs, en plus. Depuis quelque temps, ils n'élisent que des professeurs, des universitaires, des essayistes. Le dernier, Raphaël Gaillard, mais il est scientifique, mais c'est un vrai littéraire aussi. Oui, on peut être les deux. Non, mais je parle des romanciers. Si vous voulez. Il y a pas, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un romancier élu à l'Académie. Je crois que le dernier, ça devait être Patrick Grinville ou Chantal Thomas. Oui. Mais ça va par vague. Il faudrait qu'il y en ait un qui rentre, et puis après, ça donnerait envie, peut-être, ou une idée. Tiens, si on faisait venir un écrivain. Et alors, petit clin d'œil, on revient un peu à Bernard Pivot, son fameux questionnaire de Proust qu'il posait. Vous ne participez pas encore à l'élaboration du dictionnaire, mais votre mot préféré, la langue française, celui que vous aimez prononcer, qui vous donne des frissons. J'aurais dû vous demander avant. Non, j'aime bien partir. Je trouve que partir a quelque chose de... Peut-être parce que je suis quelqu'un d'immobile, donc je fantasme sur ce verbe. Donc ça nous fait une similarité avec François Sureau qui vient d'écrire « S'en aller ». S'en aller, voilà. Voilà. Oui. Le mot de la langue française que vous détestez le plus Concupiscence. Ah, concupiscence, ça c'est Bernard Pivot qui le citait aussi. Il le citait aussi. Oui, parce qu'on a vu ça dans les... Suspect, c'est très, très laid aussi. Hein. Oui. Désolé. Alors, votre juron, je m'inspire beaucoup de notre maître à tout. Ah oui. Votre juron, gros mot ou blasphème préféré Je traite parfois mes enfants de bougres d'andouillette. Je ne sais pas pourquoi. Bougre d'andouillette? Oui, bougre d'andouillette. Mais c'est poétique comme tout. Oui, ça sort comme ça. D'accord. C'est pas vraiment un juron. Non, justement, je ne veux pas non plus être grossier avec eux. Bon, et c'est la phrase, la dernière question qui était « Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?» Et si on remettait ça? En tout cas, Frédéric Beigbeder, on vous remercie d'avoir participé à cette émission spéciale de l'heure des livres. Cet entretien, donc je le répète, sera multidiffusé. Multidiffusé. Et je rends hommage à votre coupe de cheveux.
qui a été très vraiment spécialement travaillé ce soir. Oui, je vous reçois, donc énormément de travail. Donc si vous voulez voir l'ensemble de l'entretien dans lequel on ne parle pas que de coupe de cheveux, mais aussi de livres et des nombreux auteurs contemporains auxquels vous consacrez un livre, ce dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, eh bien, ça sera sur MyCanal. Merci en tout cas beaucoup, Frédéric Beigbeder, de nous avoir accordé. Et continuez le combat. Et on continue le combat. Merci.